Cela sera répandu parmi vous. Personne ne sera épargné. C'est ainsi que tout a commencé. Vivant marchait pieds nus le long de la route étroite d'une paisible communauté rurale à Potako, murmurant ces mêmes paroles glaçantes. Cela sera répandu parmi vous. Personne ne sera épargné. Mais personne n'écoutait d'assez près pour comprendre que la folie se fait parfois prophétie. Il était une fois, dans une communauté rurale tranquille de Portreau, un homme nommé John Bull, sa femme Adé et leurs 3 filles Chiaka, Ushi et Mozi. De l'extérieur, il ressemblait à une famille normale. John Bull était un fermier qui avait hérité des terres et des biens de son défunt père. Adé était commerçante. Il n'était pas riche, mais il vivait confortablement comme une famille moyenne. Mais la paix n'habitait pas cette maison. John Bull était un homme très méchant. Les gens de la communauté avaient peur de lui à cause de son comportement malveillant. Il avait un tempérament terrible et un cœur pervers. Il croyait que tout le monde devait s'incliner devant lui et le respecter, même lorsqu'il ne montrait aucune gentillesse. En plus des terres de son père, il avait hérité de quelque chose de bien plus dangereux. Un livre de magie noire rempli d'incantations, de malédictions et de rituels vaudous. Au lieu d'utiliser son savoir pour aider les autres, John Bull choisit d'utiliser son pouvoir pour intimider, contrôler et nuire aux gens autour de lui. Si quelqu'un laissait tomber par mégarde un déchet devant sa maison, il ne fermait pas les yeux. Il lançait immédiatement des malédictions sur la personne. Si quelqu'un renversait de l'eau près de sa concession, il lui criait dessus, le menaçait et lui jetait parfois de terribles sorts. Malheureusement, ces malédictions s'accomplissaient souvent car il pratiquait la magie noire et des rituels maléfiques au marché. Personne n'osait proposer un prix plus bas que celui qu'il mentionnait pour ses produits agricoles. Si vous essayiez de le supplier de réduire le prix, il devenait furieux et prononçait des paroles dangereuses à votre égard. Après s'être disputé avec lui, de nombreuses personnes tombaient gravement malades. Certains devenaient même fous. Toute la communauté le craignait. Sa femme Adé était complètement différente de lui. Elle était calme, douce et avait un cœur très bon. Elle parlait doucement et traitait tout le monde avec respect. Mais malgré sa bonne nature, les gens l'évitaient poliment et gardaient leur distance. Ce n'était pas parce qu'ils la détestaient, mais parce qu'ils avaient peur d'être associés à son mari. Ils ne voulaient pas d'ennui. Leurs 3 filles souffraient le plus de la méchanceté de leur père. Chiaka, la fille aînée, était calme, responsable et très intelligente. Ushi était affectueuse et joyeuse. Mozi, la plus jeune, était réservée mais extrêmement brillante et observatrice. Même si elles étaient de bonnes filles, elles n'avaient pas de vrais amis. Les parents avertissaient leurs enfants de rester loin d'elles. À l'école, leurs camarades gardaient leur distance. Même leurs professeurs faisaient attention en leur parlant, craignant d'offenser leur père. À cause de cela, les sœurs devinrent leurs seules amies respectives. Elles étudiaient ensemble, jouaient ensemble et partageaient leurs peurs. Elles essayaient de prétendre que le comportement de leur père ne les affectait pas. Mais au fond d'elles-mêmes, elles ressentaient de la honte et craignaient constamment ce qu'il pourrait faire ensuite. Un après-midi, John Bull était assis devant sa concession. Sa femme était dans la cuisine en train de cuisiner. Une jeune femme passa sans le saluer. Peut-être était-elle distraite. Peut-être ne l'avait-elle pas vue. Mais pour John Bull, c'était une insulte. Il la rappela. La jeune femme revint et le salua à contre-cœur. Elle poussa même un petit soupir d'agacement. C'était tout ce dont John Bull avait besoin. Il entra en colère. Il ouvrit la bouche et prononça des paroles terribles sur la jeune fille. Des mots remplis de malédiction. Soudain, la jeune femme hurla. Elle commença à déchirer ses vêtements. Elle se griffait. Ses yeux changèrent. En quelques minutes, elle s'enfuit en courant sur la route, riant et pleurant en même temps. Elle était devenue folle. Adé accourut dehors, sous le choc. « Que s'est-il passé » cria-t-elle. « Elle m'a manqué de respect » dit fièrement John Bull. « Je lui ai donné une leçon. » La femme sentit son cœur se briser. « L'enfant de quelqu'un. Tu as maudit l'enfant de quelqu'un. » John Bull la regarda avec des yeux froids. « Si tu parles trop, je te rendrai folle toi aussi. » La peur envahit son corps ce jour-là. Elle pleura cette nuit-là. Elle pleura parce qu'elle savait ce que son mari avait fait. Elle pleura parce qu'elle ne pouvait pas aller voir les parents de la jeune fille pour confesser la vérité. Elle avait peur de son mari, alors elle garda le silence.
Les années passèrent, mais John Bull ne changea pas. Il continua dans ses voies maléfiques sans peur ni remords. Le soir, il s'asseyait seul devant sa maison, riant tout seul et murmurant d'étranges paroles entre ses dents. Parfois, il fixait le vide comme s'il parlait à esprits invisibles. Sa seule présence suffisait à mettre les gens mal à l'aise. Sa concession était toujours calme et vide. Personne ne voulait passer devant sa maison, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Et ceux qui n'avaient pas le choix marchaient très vite, évitant tout contact visuel et priant silencieusement pour ne pas l'offenser ou le croiser dehors. Même le roi de la ville gardait ses distances. Il l'évitait. Mais comme le mal ne dure pas éternellement, un jour, des nuages sombres s'amoncelèrent dans le ciel. Le vent se mit à souffler fort et il était clair qu'une pluie battante allait tomber. John Bull était à sa ferme quand il remarqua le changement de temps. Ne voulant pas être surpris par l'orage, il saisit rapidement son vélo et se dépêcha de rentrer chez lui. Mais alors qu'il atteignait sa concession, il s'effondra soudainement au sol. Son corps devint raide. Sa bouche se tordit d'un côté. Ses mains et ses jambes refusèrent de bouger. Il essaya de parler mais n'y parvint pas. John Bull avait fait un accident vasculaire cérébral. Ces mêmes voisins qui l'avaient insulté, maudit et maltraité furent ceux qui se précipitèrent pour lui venir en aide. Avec sa femme Adé, ils le transportèrent à l'hôpital. Pendant 5 longs mois, John Bull resta paralysé. Il ne pouvait plus marcher correctement. Il ne pouvait plus parler clairement. L'homme autrefois craint et puissant qui contrôlait les autres par des malédictions dépendait désormais des gens pour le nourrir, le laver et le retourner dans son lit. Après 5 mois de souffrance, John Bull mourut. La communauté ressentit un profond sentiment de soulagement. Beaucoup de gens étaient heureux. Les voisins pouvaient désormais passer librement devant la concession, sans se presser ni regarder par-dessus leur épaule. Adé et ses filles ressentirent elles aussi une étrange forme de liberté pour la première fois depuis de nombreuses années. La tension avait disparu. Elles pouvaient enfin respirer sans craindre une colère soudaine ou des malédictions. Elles croyaient que leur douleur avait pris fin. Elles pensaient que le chapitre sombre de leur vie était enfin clos. Mais elles ne savaient pas que ce qu'elles avaient vécu n'était que le début. Une tempête plus grande les attendait silencieusement. La vie continua. Chiaka fut admise à l'université et obtint son diplôme avec fierté. Bientôt, elle rencontra un homme qui l'aimait profondément et voulait l'épouser. La famille était ravie. Enfin, le bonheur était arrivé. Le jour du mariage arriva. Les gens se rassemblèrent. La musique résonnait. Les sourires remplissaient l'air. Chiaka était magnifique dans sa robe de mariée. Son oncle tenait le rôle de père de la journée. Mais au moment où on la fit sortir pour s'asseoir aux côtés de son mari, quelque chose d'étrange se produisit. Chiaka s'arrêta de marcher. Son corps se mit à trembler. Elle commença soudainement à déchirer ses vêtements. Elle se mit à rire bruyamment et à se griffer. En quelques minutes, elle devint folle, tout simplement. Sa mère hurla et la serra contre elle. « Pas ma fille. S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. » Chiaka fut transportée d'urgence à l'hôpital. Après des tests, des prélèvements sanguins, des scanners cérébraux, des questions sur le stress, la drogue ou les antécédents familiaux, rien de concluant ne fut trouvé. Les médecins conseillèrent de l'emmener dans un hôpital psychiatrique à des kilomètres de chez elle. Sa mère pleura jusqu'à avoir les yeux gonflés. Chiaka resta à l'hôpital psychiatrique pendant 2 ans. 2 longues années. Parfois, elle s'asseyait tranquillement et fixait le mur. Parfois, elle riait sans raison. D'autres fois, elle pleurait et appelait le nom de sa mère comme si elle était perdue dans une forêt obscure. Les médecins firent de leur mieux. Ils lui donnèrent des médicaments, mais rien ne changea. L'homme qui devait être son mari attendit au début. Il lui rendait visite. Il priait pour elle. Il promit de ne pas la quitter. Mais alors que les mois devenaient une année, l'espoir s'affaiblit. Sa famille lui conseilla de tourner la page. Finalement, il épousa une autre femme. Quand la mère de Chiaka apprit la nouvelle, elle s'enferma dans sa chambre et pleura. Elle n'en voulait pas à l'homme. Elle ne s'en prenait qu'à elle-même. À la maison, Uchi essaya de rester forte. Elle se concentra sur ses études. Elle encouragea Mozi. Elle dit à sa mère, « Tout ira bien. » Mais la peur était de nouveau entrée dans la maison.
Uchi finit par terminer l'université et fut affectée à son service national. C'est là qu'elle rencontra Emmanuel, un jeune homme calme et respectueux, aux yeux doux et bienveillants. Dès le début, il la traita avec soin et patience. Emmanuel aimait profondément, non seulement pour sa beauté, mais pour la chaleur et la force qu'il voyait dans son cœur. Uchi, à son tour, l'aimait tout aussi profondément. Quand Emmanuel vint demander la main d'Uchi, le cœur de sa mère se remplit à la fois de joie et de crainte. Elle était heureuse de voir sa fille aimée et chérie. Et pour la première fois depuis que Chiaka était tombée malade, elle ressentit une étincelle d'espoir. Quand Emmanuel revint avec sa famille pour demander formellement sa main, Adé se força à sourire, essayant de cacher l'inquiétude au fond de son cœur. D'une voix tremblante, elle plaida. « S'il vous plaît, faisons un petit mariage. Uniquement la famille proche et les amis. » La famille d'Emmanuel accepta. Le jour du mariage fut simple et paisible. Il n'y avait pas de musique forte, pas de grande foule. Tout se passait bien. Les vœux furent prononcés, les prières furent dites. Les gens se préparaient déjà à manger. Puis, soudainement, Uchi se leva. Au début, les gens pensèrent qu'elle voulait dire quelque chose de touchant, mais elle commença à rire. Un rire étrange, froid, anormal. Sa mère sentit son cœur s'arrêter. Avant que quiconque ne puisse réagir, Uchi saisit son chemisier et le déchira violemment. Elle se griffa les bras avec force. Ses yeux semblaient vides. Elle riait de plus en plus fort. « Uchi !» hurla sa mère en la tenant. « S'il vous plaît, ne fais pas ça. » Mais Uchi la repoussa et, dans un moment de choc qui fit taire toute l'assemblée, elle mordit sa mère au sein. C'est alors que tout le monde comprit. Uchi était elle aussi devenue folle. Emmanuel restait pétrifié. Des larmes coulaient sur son visage. La femme qu'il aimait était partie avant même la fin du mariage. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. Après quelques semaines, le médecin dit la même chose qu'ils avaient dite pour Chiaka. Elle avait besoin de soins psychiatriques. Elle fut emmenée dans le même hôpital où séjournait sa sœur. 2 filles, 2 mariages, 2 folies. Adé ne put pas dormir cette nuit-là. Elle s'assit. Dehors, devant sa maison, sous la lueur pâle de la lune, ses pensées lourdes et le cœur souffrant. Les souvenirs du passé revenaient en boucle, la peur et le silence. La mère d'Emmanuel, une femme gentille et attentionnée, prenait toujours des nouvelles d'Uchi. Elle remarqua l'inquiétude d'Adé et lui demanda « Que pouvons-nous faire pour que tout se passe bien? Comment pouvons-nous protéger et aider Uchi ?» Le cœur d'Adé se serra. Elle savait qu'il n'y avait qu'une seule solution, être honnête, peu importe la douleur que cela causerait. En tremblant, elle confessa tout à la mère d'Emmanuel. Elle parla à voix basse, la voix brisée par la culpabilité et la peur. Elle lui raconta comment John Bull, son défunt mari, avait maudit une jeune fille, Vivien. Elle expliqua à quel point elle avait été terrifiée à l'idée de parler à l'époque, comment elle avait gardé le silence, et comment ce silence avait causé une douleur inimaginable. Tandis qu'elle parlait, les larmes coulaient sur son visage. Elle admit qu'elle n'en avait jamais parlé à personne car elle craignait la colère de John Bull. Mais maintenant, elle n'avait plus le choix. La vérité devait être dite avant qu'il ne soit trop tard. La mère d'Emmanuel fut choquée. « Tu aurais dû le dire à quelqu'un, » dit-elle. « Tu aurais dû prévenir les parents de la jeune fille. Peut-être que cela ne serait pas arrivé. » Elles pleurèrent toutes les deux ce jour-là. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Adé. La mère d'Emmanuel la regarda avec détermination. Elle dit « Nous devons retrouver la famille de cette fille. Nous devons aller les voir et implorer leur pardon. » C'est ainsi que commença la recherche. Elles posèrent discrètement des questions dans la communauté, aux vieux voisins, aux femmes du marché, à tous ceux qui pourraient se souvenir de la famille. Elles visitèrent l'ancien quartier, mais apprirent que la famille de Vivien avait déménagé depuis longtemps. Après des jours de recherche, elles finirent par trouver leur maison. Lorsqu'elles atteignirent enfin la demeure, le cœur d'Adé se brisa. La concession était modeste et calme, mais elle portait le poids pesant de l'histoire. À l'intérieur se trouvait Vivien. Elle était toujours folle. Ses cheveux étaient emmêlés et rêches. Ses yeux fixaient le lointain, perdus dans un monde qu'elle seule pouvait voir. Elle marmonnait pour elle-même et riait seule, un son creux qui faisait mal à la poitrine d'Adé. Les parents de Vivien semblaient fatigués et brisés. Ils avaient enduré des années de douleur,
de confusion et de chagrin sans jamais connaître la véritable cause de la souffrance de leur fille. Quand Adé et la mère d'Emmanuel entrèrent dans la concession, elles tombèrent à genoux devant les parents de Vivien, tremblantes et accablées de culpabilité. Les parents de Vivien les regardèrent avec surprise, ne comprenant pas pourquoi des étrangères, ou peut-être des visages familiers, suppliaient sur leurs pas de la porte. Adé prit une profonde inspiration saccadée et commença à parler, la voix brisée par le chagrin. « C'était mon mari », cria-t-elle. « Il a maudit votre fille parce qu'elle ne l'avait pas salué. J'avais trop peur de parler à l'époque. Je me suis tue. Et maintenant, mes 2 filles sont folles à cause de cela. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je vous en supplie. Aidez-nous. Aidez-les. » La mère de Vivien hurla de douleur. « Tu aurais dû nous le dire. Nous pensions que c'était la drogue, » s'écria-t-elle. Elle venait de terminer l'université. Elle était sur le point de se marier. Nous pensions que c'était une maladie naturelle. Nous pensions que c'était le stress. Et à cause de cela, nous avons perdu son fiancé. Depuis lors, elle ne cesse de murmurer, « Cela sera répandu parmi vous. Personne ne sera épargné. » Les larmes envahirent la concession. Les parents de Vivien semblaient tiraillés entre la colère et l'épuisement. Les années avaient volé les rêves de leur fille. Son mariage n'avait jamais eu lieu. Son fiancé était parti, incapable d'attendre des réponses qui ne venaient jamais. Adé pressa son front contre le sol. « J'avais peur, » sanglota-t-elle. « Mon mari me menaçait. J'aurais dû parler. J'aurais dû vous supplier alors. S'il vous plaît, pardonnez mon silence. » Le père de Vivien ferma les yeux. « Si tu nous l'avais dit ce jour-là, nous serions venus le supplier. Peut-être nous aurait-il donné un antidote. Peut-être. » Puis, quelque chose de surprenant se produisit. Vivien, qui marchait sans but, se rapprocha soudainement. Elle regarda Adé droit dans les yeux. « Pourquoi pleures-tu » demanda-t-elle calmement. Sa mère répondit doucement. « Elle pleure à cause de toi. Prie pour elle. » Vivien parut confuse. « Pourquoi devrais-je prier pour elle ?» La mère d'Uchi parla à travers ses larmes. « Mes 2 filles sont à l'hôpital psychiatrique. » Vivien devint silencieuse. Puis elle dit lentement. « Allons les voir. » Ces mots firent régner le silence dans la pièce. Ses parents se regardèrent avec surprise. Depuis des années, Vivien n'avait pas parlé aussi clairement. Depuis des années, ses paroles étaient éparpillées et confuses, mais à présent, elles semblaient calmes. Adé ressentit à la fois de la peur et de l'espoir. Immédiatement, ils partirent tous ensemble pour l'hôpital psychiatrique où séjournaient Chiaka et Uchi. Le voyage se fit en silence. Personne ne savait ce qui allait se passer. Personne ne comprenait même ce qu'ils attendaient. À leur arrivée, l'hôpital semblait froid et solitaire. Le son de cris lointains emplissait l'air. Le cœur d'Adé se brisa à nouveau en entrant dans la salle. Chiaka était assise sur le sol, jouant avec ses doigts comme une petite enfant. Uchi était allongé sur son lit, fixant le plafond et souriant au néant. Vivien resta immobile à l'entrée. Pendant un instant, elle parut de nouveau faible, comme si la folie voulait revenir, mais elle prit une profonde inspiration et avança. Elle alla d'abord vers Chiaka. Elle posa doucement sa main sur sa tête. Elle pria pour la miséricorde. Elle pria pour la guérison et la restauration. Elle pria pour la paix. Elle pria pour que tout ce qui avait suivi les paroles de John Bull retourne d'où cela venait. Et alors, quelque chose arriva. Chiaka cligna rapidement des yeux comme si elle s'éveillait d'un long sommeil. Ses doigts se desserrèrent. Elle regarda autour d'elle, confuse. « Où suis-je » chuchota-t-elle. Vivien marcha ensuite vers Uchi. Elle toucha doucement l'épaule d'Uchi. Uchi eut un souffle coupé, se tenant la tête. Des larmes coulèrent sur son visage comme si elle venait de refaire surface après avoir été sous l'eau profonde. « Maman !» La pièce explosa de cris de joie et de pleurs. Adé courut vers elle, serrant ses 2 filles de toutes ses forces, pleurant et riant en même temps. Les infirmières accoururent. Les médecins vérifièrent leurs yeux, leur pouls, leur élocution. Ils ne pouvaient pas expliquer ce qui s'était passé. Mais ce que la science ne pouvait expliquer se tenait là, devant eux. Les 2 jeunes filles étaient rétablies. Et alors qu'elles embrassaient leur mère, quelque chose d'encore plus étonnant se produisit. Vivien chancela un peu.
Sa mère se précipita vers elle. Vivien. Vivien regarda autour d'elle lentement, comme si elle voyait le monde pour la première fois depuis des années. Pourquoi suis-je ici? Demanda-t-elle. Sa mère la tint fermement. Tu vas bien, dit-elle à travers ses larmes. Tu vas bien. Vivien était guérie elle aussi. C'était comme si la malédiction commencée des années plus tôt avait enfin pris fin. Adé tomba à genoux pour remercier Dieu. Elle se tourna vers les parents de Vivien. S'il vous plaît, pardonnez-moi, dit-elle encore. Le père de Vivien hocha lentement la tête. Arrêtons cela ici, dit-il. Plus de douleur. Chiaka et Uchi rentrèrent à la maison. La communauté était sous le choc. Les gens qui autrefois murmuraient souriaient désormais. Lentement, la vie redevint paisible. Emmanuel ne quitta pas Uchi. Lui et sa famille restèrent à ses côtés. Ils firent un nouveau mariage, calme, et cette fois-ci, rien de mal n'arriva. Chiaka trouva elle aussi l'amour auprès d'un homme qui comprit son passé et l'accepta complètement. Vivien commença également une nouvelle vie. Bien qu'elle ait perdu de nombreuses années, elle y gagna en sagesse et en force. Elle trouva plus tard quelqu'un qui l'aima et l'épousa paisiblement. Mozy, la plus jeune, apprit la plus grande des leçons. Elle apprit que la méchanceté peut paraître puissante, mais qu'elle ne gagne jamais à la fin. Et elle apprit que le pardon est plus fort que n'importe quelle malédiction. Faites attention à ce que vous faites aux enfants des autres, car un jour, la vie pourrait bien le rapporter dans votre propre maison. Si ce contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Merci, et à bientôt.